Et c'est parti pour la deuxième rétrocritique sur la saga Mission Impossible avec Mission Impossible 2. Donc toujours avec Tom Cruise dans le rôle de Ethan Hunt, et ce coup-ci c'est John Woo qui est le réalisateur du film. Avant de rentrer dans le détail, je vais juste donner un petit avis rapide. Ce film, je ne l'avais pas revu depuis sa sortie en France en juillet 2000, donc ça faisait 18 ans que je n'avais pas vu Mission Impossible 2, et pourtant, j'en avais encore un gros souvenir. Ouais, j'avais encore beaucoup de scènes en tête, j'avais encore la trame avec cette histoire de virus et d'antidote, donc c'est quand même un film qui, visuellement, m'avait beaucoup marqué, et j'en avais un bon souvenir, et malheureusement, j'avoue que le revisionnage n'a pas été à la hauteur de mon souvenir, mais c'est souvent le cas. En tout cas, voilà, ça va être une critique qui va évidemment être en mode spoiler, donc si vous n'avez pas vu Mission Impossible 2, allez le voir, mais bon, après, il n'y a pas énormément grand-chose à spoiler, c'est pas un film qui est basé sur les grosses révélations ou pas, donc vous pouvez aussi regarder cette vidéo, et peut-être qu'elle vous donnera envie de voir ce film. Alors, la première chose à dire sur ce film, c'est quelque chose que je n'avais pas traité dans la première version de ma vidéo, donc c'est pour ça que je reviens vous l'expliquer. Le film est en fait un remake du film Les Enchaînés d'Alfred Hitchcock. Un remake majoritairement sur la partie amoureuse, sur toute l'histoire d'amour que va avoir Ethan Hunt, parce qu'il reprend exactement le même procédé scénaristique, qui est qu'un agent va utiliser quelqu'un qu'il va envoyer chez un mec qui était amoureuse de la fille, et la fille va être amoureuse de l'agent qui l'a envoyé, et ça va créer cette espèce de triangle amoureux. Il y a aussi toute une histoire avec du poison, donc on est clairement dans la même thématique, et il y a aussi une séquence emblématique où le méchant se rend compte qu'il est en train de se faire duper, qui se passe sur un champ de course. Voilà, donc on est vraiment sur un remake un peu paresseux, mais qui reprend des choses, qui essaie de brasser l'imaginaire d'Hitchcock. Alors peut-être que c'était un peu en référence du fait que le premier était clairement d'inspiration hitchcockienne, mais vu que la mise en scène de John Woo n'a rien à voir, j'avoue que c'est un peu étrange. En tout cas, c'était important de le mentionner, donc on pourra reprendre pour la suite de la vidéo, où je ne mentionnerai plus jamais ce principe de remake. Donc l'histoire, à l'inverse du 1, est ce coup-ci vraiment très proche d'un James Bond. On confie une mission à Ethan Hunt, à savoir détruire un virus dont s'est emparé un ancien agent du IMF, qui a retourné sa veste. Encore une fois, il y a toujours un mec qui retourne sa veste dans les Missions Impossibles apparemment, parce que cet enculé, il compte propager le virus et se faire plein de thunes en vendant le vaccin. Voilà, donc c'est un bon enculé le méchant, mais il est pas très bien joué, j'en parlerai un peu plus tard. Là, ce que j'ai moins aimé, c'est vraiment que la structure est très proche d'un James Bond. On a Ethan Hunt qui, en plus, doit recruter une femme pour sa mission, donc elle est jouée par Tandy Newton. Il va plus ou moins tomber amoureux, il va y avoir une espèce d'histoire d'amour au milieu de cette mission. Enfin, il y a beaucoup plus un aspect calibré à la James Bond que dans le premier, où là, on était dans un film qui démarrait tout de suite, où les situations s'inversaient constamment. Là, vraiment, c'est un mec, une mission, qui tombe amoureux de la fille qu'il utilise pour la mission et qui doit arrêter le méchant qui veut plus ou moins détruire le monde ou se faire du blé en menaçant de détruire le monde, quoi. Donc, déjà, première déception, quoi. Donc, je l'ai dit, la Love Interest, parce que c'est vraiment une Love Interest, c'est malheureusement ça, elle est jouée par Tandy Newton. Alors, je trouve qu'elle tient bien son personnage, sauf dans tout le moment où elle doit jouer le malaise de se retrouver avec son ex. Parce que l'histoire, c'est qu'on la libère, on essaye de l'infiltrer chez son ex, parce que lui, il est toujours amoureux d'elle. Et je trouve que, je sais pas, dans ces séquences-là, elle joue étrangement. Je trouve que le malaise d'être avec Ambrose est totalement surjoué. Parce que, pour moi, si t'es Ambrose, donc c'est le nom du méchant, et que tu vois cette meuf arriver qui agit comme ça, tu sais tout de suite qu'il y a anguille sous roche, quoi. Vraiment, tout de suite, tu te dis, elle essaie de m'escroquer, elle est beaucoup trop mal à l'aise. Et à la fois, vu que dans l'histoire, c'est pas une comédienne, c'est normal qu'elle ne sache pas bien jouer la comédie, de faire semblant d'être à l'aise avec Ambrose. Donc je sais pas sur quel pied me positionner là-dessus, si je trouve que c'est bien joué ou pas, mais honnêtement, je trouve que dans ce cas-là, Ambrose passe pour un crétin de pas direct s'en rendre compte, et je trouve que, vu que Tandy Newton c'est supposé être une super voleuse, et qu'on sait que tout voleur est aussi un peu un comédien dans l'âme, pas l'inverse, les comédiens ne sont pas tous des voleurs, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je trouve ça dommage, et donc je trouve qu'elle n'est pas toujours hyper convaincante, Tandy Newton dans ce rôle, mais c'est vraiment subtil, une histoire de subtilité, et c'est intéressant de s'y intéresser. Oh, c'est un bon pléonasme, ça. Malheureusement, je trouve qu'Ambrose, qui est un personnage hyper calculateur et montré comme quelqu'un de très intelligent, passe un peu pour un con. Alors à la fois, est-ce que c'est pour montrer que quand on est amoureux, on devient crétin? Il y a plein d'interprétations qui peuvent fonctionner, qui font que le jeu de Tandy Newton m'a peut-être dérangé, mais il est pas si inintéressant que ça. Et par contre, j'arrive pas non plus à croire à l'histoire d'amour entre Tandy Newton et Ethan Hunt. Donc le personnage de Tandy Newton s'appelle Nia, et honnêtement, je trouve que leur romance va beaucoup, mais alors beaucoup trop vite pour être crédible. Et le problème, c'est qu'on connaît vraiment pas le personnage de Hunt. Le premier épisode ne nous l'a pas du tout présenté, on connaît rien de sa vie personnelle, on sait pas du tout qui il est en fait, et le fait qu'il tombe amoureux immédiatement de cette meuf-là, ça décrédibilise un peu son côté super agent secret, quoi. Moi, j'ai du mal à comprendre son attachement imminent pour elle,
Et honnêtement, vu que ça prend beaucoup de place dans le film, bah ça pose un peu problème. Et le problème, c'est que le reste du film est vraiment construit comme un vrai film d'action et d'espionnage, plus que comme une étude de personnages. On se serait attardé vraiment sur le côté « Merde, j'envoie la femme que j'aime dans la gueule du loup » sur Ethan Hunt, ça aurait pu être intéressant, mais c'est pas vraiment ça non plus le thème du film et le traitement du film. L'équilibre est pas forcément hyper bien dosé. De toute leur romance un peu pourrie là, je sauve vraiment peu de moments, mais je sauve principalement leur rencontre, car il y a clairement la mise en scène de John Woo qui peut être considérée comme particulière, hein, un peu bizarre, un peu étrange, parce que stylisé, on va dire, mais moi, j'adhère à fond à ce genre de moment. En très peu de plans, il arrive à reconstituer le côté intense de leur rencontre, en fait. Alors j'aime beaucoup moins la suite où Ethan Hunt l'aide à voler un truc et la troll dans une baignoire avec des allusions sexuelles, enfin... Là, c'est un peu balourd pour le coup, et ça ressemble pas du tout à Ethan Hunt dans le premier, malheureusement. Bon, et j'ai un peu de mal à gober aussi qu'Ethan Hunt, il se fait passer pour l'expert en sécurité du lieu, alors qu'il vient de débarquer. Bon, ok, c'est un agent secret, il y a du off qu'on n'a pas eu, mais bon. Je trouve que les choses, c'est un peu gros comme situation, quoi. En plus, tout ça se passe à Séville, mais finalement, tu vois pas du tout la ville. C'est aussi un défaut de ce film, c'est qu'on va pas beaucoup voyager, et c'est un peu dommage, parce que dans le premier, on voyageait pas mal. Là, vraiment, on reste à 2 endroits. Bon, 3 si on compte les montagnes au début aux États-Unis, là, mais voilà. On voyage peu, et dans l'émission Impossible, d'habitude, on voyage, et on voyagera beaucoup plus par la suite. Et donc là, on est un peu Séville rapidement, mais on voit que des intérieurs, et rapidement une rue, mais il s'y passe rien. Et l'Australie. Bon, et voilà, c'est tout. Mais en fait, le vrai moment de malaise de cette relation amoureuse, c'est cette poursuite en voiture qui mène à un accident, là. Là, ça c'est vraiment particulier quand même. Enfin, c'est vraiment une course-poursuite qui est motivée par rien du tout, quoi. Ils se rencontrent sur une route en Espagne et ils se mettent à faire une espèce de course. C'est pas trop pourquoi. Il y a un accident, Ethan Hunt qui sauve la fille et après tu te retrouves avec là pour le coup la mise en scène de John Woo qui est stylisée. Là pour le coup c'est le mauvais côté de la stylisation pour moi. Là. Ah non, là les plans ralentis avec les voitures qui tournent et la musique et tout là. Malheureusement le côté over the top, un peu du délire, là pour moi ça a vraiment, je sais pas si ça a pris un coup de vieux ou si c'était déjà ridicule à l'époque, mais là pour moi c'est trop pour moi. Là. Tu vois, je peux adhérer à beaucoup de choses, mais là ça je trouve ça ridicule et dans un Mission Impossible je trouve que ça dessert un peu le film quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment plus grotesque que épique. Alors que pourtant, il y a d'autres séquences où il utilise un peu la même mise en scène que je trouve vraiment épique. Comme celle où Nia s'injecte le virus et Ethan Hunt est obligé de s'échapper en explosant le mur de l'immeuble et de sauter dans le vide et d'ouvrir son parachute, là. Ça, c'est une séquence que je trouve mais vraiment magnifique. Et là, la mise en scène de John Woo, elle sublime totalement ce moment-là. Là, il y a du ralenti, il y a une musique un peu chorale, qui est la chanteuse de Gladiator, je crois, et en fait, la musique a été inspirée par Metal Gear Solid, et c'est vrai qu'il y a des moments dans Metal Gear Solid, le jeu sur PlayStation à l'époque, où tu avais ces moments en suspension avec une espèce de musique, avec des espèces de chorales derrière, ou des voix un peu à la Enya du Seigneur des Anneaux, là, du féminin un peu, j'ai pas le nom, je suis nul en musique, mais vous m'avez compris. Et tout ça, ça crée vraiment une tension romantico-épique, qui pour le coup, là, vraiment, j'adhère grave. Il y a tout, il y a le jeu sur les regards, les ralentis, les étincelles et les explosions, Tom Cruise qui court et qui saute dans le vide avec ce plan qui est magnifique, enfin là vraiment, tout dans cette scène me parle, même si c'est stylisé à mort, là pour le coup, John Woo, je te suis. Vraiment une magnifique séquence qui vient conclure une belle fusillade, hein, ça John Woo, il s'y connaît en fusillade, là vraiment c'est une très belle fusillade, bien filmée, on a toujours la relation spatiale des personnages qui est claire, on sait où ils sont, on sait sur qui ils tirent, c'est hyper bien foutu, mais alors qu'est-ce qu'il y a? Des étincelles de ouf dans cette séquence, putain mais John Woo il a un truc avec les étincelles quoi. J'ai regardé Volte-Face aussi pour cette critique, mais regardez-moi ces étincelles quoi, le mec est fan d'étincelles quoi, t'as l'impression que même quand c'est du bois, dans une fusillade dans une forêt, il y aurait quand même des étincelles quoi, le mec c'est un ouf. Mais il a pas mal de gimmicks comme ça qui reviennent, je vais vous faire la liste, hein, vous allez voir. Alors il y a les double guns, alors ça le mec kiffe grave quand les personnages sont là à tirer avec 2 flingues en même temps, il y a ça dans Volte-Face, avec Chow Yun-Fat dans son autre film là, voilà le mec arrête pas de faire tisser un personnage avec 2 flingues, et bah là Tom Cruise il fait pareil évidemment, c'est très court mais il le fait. Il y a un fétichisme pour les lunettes de soleil, clairement le mec a un délire avec les lunettes de soleil aussi, il doit y avoir une petite lubricité dans les lunettes de soleil pour lui, mais en tout cas il l'en met à chaque fois. Et il y a surtout son gimmick le plus improbable de tous, les putains de pigeons. Non mais c'est tellement un gimmick chelou quand on y pense quoi. John Woo c'est le seul réalisateur au monde qui pourrait être taxé d'utilisation abusive de pigeons quoi. Le mec te cale des pigeons et des colombes au moins une fois par film quoi. Non mais dans Volte-Face déjà il te faisait le coup de la colombe qui traverse le truc, et là c'est l'utilisation la plus abusée de la colombe de l'histoire du cinéma quoi. Non mais regardez-moi ce plan, mais qu'est-ce qu'il est kitsch, t'as tout, t'as les flammes, le ralenti, la colombe qui passe, le regard de Tom Cruise qui traverse l'écran, non mais... C'est kitsch à mort, quoi. Moi, j'adore. Honnêtement, ce plan, il me fait rêver tellement il est grotesque et kitsch. Je comprends que beaucoup de gens n'aiment pas. Mais reste que pour moi, malgré tous les délires de John Woo, le plus grotesque dans ce film, c'est pas les colombes, c'est pas les flammes avec Tom Cruise qui passe au milieu, là. Non. C'est le scénario, quoi. Non, mais j'arrive toujours pas à comprendre le scénario tellement il me paraît crétin, en fait. Alors, t'as 2 scientifiques qui travaillent sur un vaccin contre toutes les grippes du monde.
Et pour ça, ils ont dû créer un virus ultime. Alors ils nous font avaler ça parce qu'ils parlent d'une mythologie, ils font le rapport avec la chimère et le bellérophon là. Donc on est supposé comprendre que pour créer un vaccin, il faut créer un super virus. Bon allez, pourquoi pas, j'accepte. Mais alors à partir de là, je ne comprends plus rien. Alors, et pourtant, j'ai vu le film 3 fois, hein, mais j'arrive toujours pas à bien comprendre, quoi. Alors déjà, le laboratoire qui paye pour créer le vaccin, apparemment, il force les deux scientifiques à le faire. Ouais, je comprends pas trop. Enfin, on comprend jamais trop pourquoi ils le font, s'ils le font en étant d'accord, s'ils se rendent compte qu'ils ont fait une connerie. Enfin, la démarche des deux scientifiques, je la comprends pas. Et quand t'as un des deux scientifiques qui crève, t'as le deuxième scientifique qui décide de s'injecter le virus pour quitter la boîte pharmaceutique pour réussir à rencontrer Ethan Hunt et qui mette le virus et le vaccin en lieu sûr pour que personne n'y touche et créer une pandémie mortelle, quoi. Seul bémol, c'est que en fait, Ethan Hunt, c'est pas Ethan Hunt, c'est un autre agent de la IMF qui, en fait, tourne sa veste et décide de voler le vaccin et le virus et de réussir à monétiser tout ça, quoi. Alors, honnêtement, je comprends le délire du MacGuffin, du t'as un vaccin, t'as un virus, faut réussir à détruire l'un, récupérer l'autre. Bon, je comprends ce que ça génère dans le scénario, quoi. Mais je ne comprends rien à la logique réelle du truc, quoi. Parce que si tu y réfléchis un peu, ça n'a aucun sens. Déjà, comment et pourquoi tu forces deux scientifiques à créer un vaccin et un virus, quoi? Alors que t'es une multinationale pharmaceutique qui a pignon sur rue, quoi. Enfin, les mecs, ils bossent clairement là, c'est pas des esclaves, quoi. Enfin, je sais pas, déjà ça, j'ai du mal. Pourquoi tu utilises un des deux scientifiques à créer le machin pour le tester sur un humain, pour voir comment ça agit sur un humain, quoi? Enfin, pourquoi tu utilises pas un autre gars, enfin, je sais pas, un cobaye, mais tu prends un des deux mecs qui a créé le vaccin, c'est super bizarre. Et par contre, tu laisses le deuxième se barrer tranquillou avec le vaccin, le seul échantillon du vaccin qui existe, il arrive à se barrer tranquillou, mais par contre, pour se barrer avec le virus, il est obligé de se l'injecter dans le sang. Parce que il pouvait pas le trimballer normalement, lui. Le virus, il pouvait pas, par contre, le vaccin, il pouvait. Je ne comprends rien. Et pourquoi Sean Ambrose, il est obligé de pénétrer dans le labo du mec à qui il va le vendre pour voler son virus, et lui revendre après? Je ne comprends rien. Je suis paumé. Donc si vous avez moyen de m'expliquer clairement les étapes et pourquoi chacun fait des trucs, n'hésitez pas, quoi. Mais alors c'est des questions connes, mais le truc c'est qu'en fait le film devait faire plus de 3 heures à la base, il a été réduit à 2 heures, donc clairement il manque une bonne grosse partie du film. Et je pense que c'est pour ça que je ne pige rien. Parce qu'il y a des espèces de relations de personnages, d'informations, ça ne fonctionne pas, quoi. Il y a des trucs qui sont pas dits, tu ne comprends que dalle, et tout est résumé en une séquence au milieu du film, où t'as le mec qui fait semblant d'interroger le gars, et le gars lui révèle tout le plan pour lui expliquer comment ça se passe, quoi. Mais donc fatalement, tu sens que c'est un espèce de prétexte où ils disent « Vite, vite, faut qu'on explique tout et qu'on passe à la scène d'action, quoi ». Alors les séquences d'espionnage, elles sont quand même vraiment moins folichonnes que dans le 1, il n'y a pas à dire. Par exemple, la scène culte du moment où il est suspendu dans le coffre-fort, là, on a un peu la même version dans celui-là, mais ça dure genre 25 secondes, quoi. Il tombe dans un conduit, donc c'est plus axé action. Mais le suspense fonctionne vraiment à peine, il y a juste un câble qui doit remonter à temps, et évidemment il remonte juste à temps, quoi, mais c'est beaucoup moins géré en termes de suspense que dans le 1, quoi. Pareil dans le champ de course où Ethan Hunt doit transférer un truc sur une caméra, et il y a le sbire du méchant qui arrive et qui a deux doigts de le gauler, et qui au dernier moment arrive, et en fait c'est bon, Naya elle est toute seule, Ethan Hunt a réussi à disparaître et a transféré le fichier à temps. Voilà, c'est hyper monolithique en fait comme suspense, quoi. C'est vraiment, le câble va-t-il réussir à remonter à temps? Oui, là il n'y a pas d'événements qui viennent contrecarrer ça. Ethan Hunt va-t-il réussir à télécharger la carte et s'en aller à temps? Oui. Là, il n'y a pas genre un contretemps, un truc qui va générer une tension supplémentaire du suspense. Non, c'est hyper primaire. Ça manque vraiment d'imprévus, là où dans le premier, les imprévus étaient hyper bien gérés pour justement générer du suspense et de la tension. Là, franchement, c'est un peu factice. Et d'ailleurs, en contre-coup du premier, par contre, t'as une séquence qui est plutôt sympa, où en fait c'est Sean Ambrose, donc le méchant, qui explique le plan de Hunt, alors que vous savez, d'habitude, dans les films de braquage, là il y a plus ou moins un braquage dans le film, hein, quand il va chercher le virus, dans les films de braquage, t'as toujours le héros qui explique son plan à ses collègues, comment ils vont réussir à le faire. Et bah là, c'est le méchant qui explique le plan du héros, l'air de dire il est super prévisible, alors ça fait un peu écho à tous les films d'espionnage, t'en as l'impression qu'il parle du film d'espionnage en disant, c'est toujours pareil, dans les films d'espionnage, une fois que t'en as vu un, t'en as vu 1000. Alors je trouve que ça apporte une belle variante, et surtout un bon commentaire sur les films d'espionnage, où quand t'en as vu un, voilà, en l'occurrence le 1, et bah t'es capable de prévoir le 2, parce que c'est toujours le même schéma qui est répété indéfiniment. Par contre, à l'inverse du 1, le film n'a pas un gros twist, mais à plusieurs moments où il essaye de te créer la surprise. Et à chaque fois, c'est avec l'utilisation des masques. Alors là, dans ce film, vraiment, ils utilisent les masques, mais à mort, quoi. Alors au début, on découvre que Hunt n'est pas Hunt, mais en fait, c'est Sean Ambrose, le méchant, qui s'est fait passer pour Hunt. Alors l'effet de surprise est là, mais pour moi, ça arrive tellement tôt dans le film que quand il enlève son masque, tu fais bon, ok, c'est qui ce mec? Je sais pas vraiment où je suis en fait. Enfin, je trouve que ça perd tout son caractère choquant parce que t'as vu Hunt, mais t'es à peine rentré dans le film, il s'est rien passé quoi, t'as pas d'enjeu, t'as rien.
Et d'un coup, tu comprends qu'en fait, il y a un mec qui s'est fait passer pour lui, mais ça va pas beaucoup plus loin dans le côté genre, what, c'était pas Tom Cruise en fait? Il aurait pu ne pas mettre le masque, ça aurait rien changé à mon visionnage du film. Je me serais pas dit genre, what, c'est pas Tom Cruise en fait? J'ai déjà fait, pardon. Mais bon, à la limite, ça fait un beau miroir avec la première scène du 1, où là c'était l'inverse, c'était Tom Cruise qui avait un masque et qui enlevait son masque et on découvrait Tom Cruise. Là, c'est un mec qui a un masque de Tom Cruise, qui enlève son masque et on découvre le méchant. Bon, voilà, ça se répond avec le 1, mais au sens du film, honnêtement, c'est pas extrêmement intéressant. La deuxième fois, c'est le montage parallèle entre l'interrogatoire de McCloy par Nerkovitch, pendant que Nia tombe nez à nez avec Ethan Hunt à la maison d'Ambrose. Bon, là, ça fonctionne malgré le côté hyper prévisible de la révélation, quoi. Enfin, le problème, c'est qu'ils nous font tout pour nous faire croire que c'est Ambrose qui aurait kidnappé McCoy pour l'interroger, mais bon, vu qu'il vient de s'entretenir avec lui dans la séquence précédente, je trouve ça difficile à gober. Et surtout, Nia se trouve nez à nez avec Hunt juste après le plan où on a compris que Ambrose avait compris que Nia se foutait plus ou moins de sa gueule parce qu'il avait senti sa main lui remettre l'enveloppe là. Donc bon, c'est paradoxal en fait. T'essaies de nous faire croire un truc en essayant de nous donner des fausses pistes et à la fois tu nous donnes toutes les informations pour qu'on comprenne ta fausse piste. Donc c'est soit, je comprends pas trop les faire chercher. Fatalement, si le côté c'était de se dire « Ah, mais j'avais compris qu'en fait c'était pas Tom Cruise », bah oui, ça marche, mais c'est mal foutu, quoi. Enfin, et le troisième moment où ils essaient de nous créer un espèce de twist surprise, c'est quand Ambrose tue Hunt, carrément, et qu'on découvre qu'en fait c'était Stamp, son pote, là, son sbire, et que Ambrose est dégoûté parce que Tom Cruise l'a bien roulé, quoi. Bon, là, le truc est bizarre, c'est de se dire que Tom Cruise a eu le temps de créer un masque de lui pour le foutre sur le personnage de Stump, pour que quand Stump se fait capturer, on pense que c'est Tom Cruise, quoi. Là, c'est difficile à croire, mais justement, le fait que ça paraisse improbable qu'il ait eu le temps de faire un masque rapidement, fait que, on se dit que c'est peut-être vraiment lui, quoi. Et quand il se prend la balle dans la jambe, on se dit, putain, merde, il s'est vraiment pris une balle dans la jambe, là? Évidemment, après on enlève le masque, on comprend qu'ils sont tous fait rouler. Ça paraît totalement pas crédible, mais au moins, ça fonctionne un peu mieux. Et c'est d'ailleurs cet acte bien vicelard, hein, donc c'est quand même Hunt qui force le méchant à buter son meilleur pote, quoi, c'est pas rien, c'est un bon acte de bâtard, quoi, qui va mener à tout le bordel de fin de film. Alors autant j'aime beaucoup le côté infiltration de Hunt, avec la réminiscence du début, où quand il escalade la falaise pour s'introduire à la base, ça fait référence à la montagne qu'il escaladait au début du film. Puis j'aime beaucoup aussi comment il maîtrise chacun des gardes. Alors je trouve qu'il y a vraiment un côté Metal Gear Solid, un peu Solid Snake dans le délire, même si les coups de pied qu'il donne sont beaucoup plus aberrants que Solid Snake. Enfin là il fait quand même des coups de pied mais totalement grotesques. Il y en a un où il fait un saut périlleux pour donner un coup de pied au milieu du ventre du mec. Enfin, c'est totalement n'importe quoi, mais bon, pourquoi pas, à la limite, ça me fait marrer, il court, il fait un coup de pied où il vole quasiment avec des pigeons et il tape le mec, enfin bref. C'est grotesque, mais à la limite, je trouve ça plutôt cool. Autant toute la fin avec la course-poursuite en moto et la fusillade, là, il y a des moments où le grotesque me plaît quand même beaucoup moins. Bah ouais, là, tout le moment où Tom Cruise, il traverse les flammes avec sa moto, le moment où il se cache derrière sa moto tout en accélérant pour éviter de se faire tirer dessus par le mec, enfin... alors qu'il est à fond sur l'autoroute, enfin... Il y a un côté vraiment grotesque qui d'ailleurs sera totalement parodié dans Scary Movie 2, avec des mecs en chaise roulante, là, enfin tu vois, il y a un côté... Il y a un potentiel débile qui fait que tu peux te foutre de la gueule de ce film assez rapidement, et il est devenu un peu culte pour ce truc over the top total. Après, cette séquence n'a pas uniquement été parodiée, mais elle a aussi été copiée, comme dans Resident Evil Code Veronica, qui reprend le coup du pistolet qui tombe et la fille récupère et tue plein de gens avec, quoi, enfin réussir à sortir d'une situation d'embarras. Alors, dans Mission Impossible, c'est un peu différent, parce que c'est Tom Cruise qui le lève avec le pied, là c'est elle qui le lâche et qui le récupère. Bon, je trouve que ça marche mieux dans Code Veronica, malgré les graphismes de l'époque, parce que c'est pas le move le plus cool de Mission Impossible 2, quoi. Pour moi, le seul move qui est vraiment cool dans cette bataille finale, c'est le coup du couteau, quoi. Parce que là, t'as ce plan avec le couteau qui vient se coller à l'œil de Tom Cruise, mais carrément à quelques millimètres. Et alors, le truc, c'est que c'est un vrai couteau, quoi. On pourrait croire que c'est un couteau en numérique et tout. Non, c'est un vrai couteau. Ils ont attaché avec un câble qui était hyper tendu. Et le mec l'acteur qui jouait Sean Ambrose, là, donc je vais vous dire son nom dans quelques secondes, Doug Ray Scott, voilà. Tom Cruise lui a demandé vraiment de donner un coup avec toutes ses forces pour que le coup soit crédible et que ça aide vraiment, mais juste au niveau de l'œil de Tom Cruise. Et ça, c'est un plan que je trouve vraiment assez impressionnant. Parce que, franchement, waouh, quoi. Mais waouh. Et d'ailleurs, Doug Ray Scott, franchement, pour moi, c'est un peu un point négatif du film. Pour une raison, c'est que, pour moi, il joue beaucoup trop le méchant, quoi. Bah, le problème, c'est que ce mec est supposé être un ancien agent de l'IMF, mais pas un ancien agent de l'IMF qui aurait vrillé il y a longtemps. C'est-à-dire que le mec, il a vrillé la semaine dernière, parce que, théoriquement, il était envoyé à la place de Tom Cruise pour faire la mission. Et le mec, quand tu le vois, mais t'as l'impression que c'est un mec génie du mal depuis toujours. Enfin, le mec, il pue le vice, quoi. Il pue la roublardise. Il pue franchement, mais t'as envie de lui dire, mais mec, t'es un méchant, quoi. Ouais, ça, il pue la malveillance, quoi. Donc là, je sais pas, moi, un agent secret, il devrait avoir un côté un tout petit peu charismatique. Déjà, lui, il est pas vraiment charismatique. Et en plus, une légère forme de sympathie, quoi. Un côté où, ça reste quand même un mec qui était agent secret, donc, qui travaille pour le gouvernement. Enfin, même s'ils font pas des actes toujours hyper bienveillants, je
trouve que là, il joue beaucoup trop le méchant, quoi. Et honnêtement, je trouve ça dommage parce que ça te gâche tout le film, parce que le méchant, c'est pas qu'il est pas crédible, c'est juste que il joue mal, quoi. Enfin, le mec, il dégage pas ce qu'il faudrait, quoi. Il faudrait qu'il soit beaucoup plus ambigu, et là, il est beaucoup trop monolithique. Je suis un bâtard, je suis le méchant. Franchement, je trouvais ça un peu grotesque. Donc, globalement, ce film est quand même une légère déception, hein. Alors oui, il est le produit de son époque, c'est les années 2000, c'était un peu kitsch, c'est un vrai film de John Woo. Sa mise en scène, allez, aux États-Unis, elle passe quand même beaucoup moins bien que sur certains de ses films hongkongais, quoi. Là, c'est vraiment le moment un peu trop John Woo over the top à la ricaine, qui tourne vraiment dans le grotesque, quoi. Enfin, au moins, ça diffère vraiment avec Mission Impossible 1, quoi. Là, on est vraiment dans un autre film totalement. Mais malheureusement, le scénario est beaucoup trop prétexte. Il y a peu de scènes d'action, au final. Je suis pas fan de tous les comédiens, comme je l'ai dit. Tandis Newton, des fois, je suis pas fan. Bah honnêtement, le méchant, j'aime vraiment pas. Il y a beaucoup moins ce côté équipe et braquage, quoi. Enfin là, l'équipe des mecs, tu n'en as rien à foutre, les deux mecs qui accompagnent Tom Cruise. Le braquage, il est hyper simple, c'est même pas un braquage, il s'introduit quelque part, après ils se tirent tous dessus, quoi. Et le problème, c'est que c'est pas remplacé par quelque chose de plus intéressant. Il y a cette espèce de love interest, enfin d'histoire d'amour là, qui prend beaucoup de place et qui est pas très intéressante, pas très incarnée, qui d'ailleurs va disparaître dans le reste, donc c'est que bah elle était pas forcément extrêmement bien sentie, quoi, comme truc. Franchement, mais tout le milieu du film, ça perd vraiment en intensité. Heureusement que la fin est totalement what the fuck et nous réveille un peu, parce que il y a un moment, on se fait chier, quoi. Vraiment, après les 20 premières minutes et avant on va dire la fin, les dernières 30 minutes peut-être, on se fait vraiment chier, quoi. C'est-à-dire qu'après la fusillade, ça devient intéressant, mais entre le Séville et la fusillade, là, mais tu t'emmerdes. Non mais en plus, voilà, il y a ce triangle amoureux, enfin c'est des trucs vus, revus, que moi perso, j'adhère vraiment pas, ça m'emmerde toujours les triangles amoureux dans les films. Mais bon, ça reste un film d'action généreux, avec des séquences mémorables, hein. La preuve, je m'en souvenais toujours assez bien 18 ans après. C'est vrai que la séquence du début où il escalade la falaise, c'est quelque chose qui visuellement envoie, il y a la musique qui va bien, enfin, c'est marquant, c'est des séquences marquantes. Voilà, et t'as toujours Tom Cruise qui se donne à fond, qui a fait plein de cascades lui-même, qui saute en parachute, qui escalade les collines, enfin, qui escalade les falaises sans sécurité quasiment, qui conduit la moto, qui traverse les flammes, enfin, c'est du Tom Cruise qui se fait avec le couteau dans l'œil, enfin voilà. Ça reste Tom Cruise qui se donne à fond dans le rôle d'Ethan Hunt, mais là, je trouve que il manque un vrai scénario qui est constant, qui est un peu plus crédible que l'histoire que je trouve grotesque et que j'arrive même pas à vraiment bien comprendre. Donc voilà, donc globalement, écoutez, je vais lui donner la note de 2 masques sur 5, voilà, parce que j'avais donné un peu plus dans la vidéo où j'étais derrière mon bureau, mais après m'être fait vraiment toute la saga et avoir longuement réfléchi, je trouve que finalement c'est clairement le plus faible de tous, et il ne mérite même pas la moyenne, parce que moi, j'avoue que j'aime bien certaines de ses excentricités, mais c'est vraiment un film qui est en dessous de tout ce que les autres Missions Impossibles accomplissent, de loin, de très loin, donc je lui mets vraiment la note de 2 et pas du tout la note de 3 à laquelle j'avais initialement mise, voilà. Sinon, vous pouvez tout de suite regarder la suite de cette rétrospective à l'épisode 3, 4, 5 qui sont déjà en ligne, normalement, si tout va bien. Entre-temps, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager toute cette rétrospective pour que plein de gens la voient. Allez sur mon Utip pour regarder une pub et me donner un peu d'argent, ça me fera très plaisir parce que ces vidéos sont démonétisées vu que j'utilise plein d'extraits de films. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé ça jusqu'au bout, on se retrouve très vite pour une prochaine et d'ici là, bonne toile!